Bienvenue sur la TFM et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui M. Jules Yaby. Jules Yaby est le président du comité exécutif de Wati. Wati, c'est un think tank ouest-africain. C'est un club où les gens développent des idées. C'est une rencontre d'idées et d'échanges. Merci M. Yaby d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous le savez, au Sénégal, on ne parle que du référendum. Depuis pratiquement plus de 3-4 semaines, le débat est focalisé sur le référendum qui aura lieu le 20 mars prochain. Ce référendum propose 15 points. Parmi les 15 points, il y a un point qui cristallise beaucoup l'opinion ici au Sénégal, c'est le mandat présidentiel. Le président Macky Sall avait promis de réduire son mandat en cours après avoir consulté le président de l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel qui lui a dit qu'il ne peut pas réduire son mandat en cours. Le débat se poursuit aujourd'hui autour justement du mandat et les autres 15 points du référendum sont rarement abordés dans l'opinion. Comment comprenez-vous aujourd'hui qu'il y ait une cristallisation autour du mandat ? Alors je pense que ce n'est pas surprenant qu'on ait une telle cristallisation autour du mandat présidentiel. C'est une question qui agite l'opinion, pas seulement au Sénégal, dans beaucoup de pays de la région. Et c'est vrai qu'au Sénégal, le président Macky Sall avait lui-même insisté sur cette promesse de campagne de changer justement la durée du mandat et d'appliquer surtout ce changement à son propre premier mandat. Et c'est vrai qu'on a attendu beaucoup la décision qui serait prise et finalement le président Macky Sall, sur avis du Conseil constitutionnel, a décidé d'une certaine manière de ne pas respecter cette promesse qui avait été faite. Et ce n'est donc pas étonnant qu'on ait autant de débats, à la fois de politique partisane évidemment de la part de l'opposition, mais je pense aussi un débat qui est ouvert à tous les citoyens sénégalais, qui est animé également par la société civile, sur le sens, l'interprétation à donner sur ce changement par rapport à une promesse qui avait été faite par le candidat Macky Sall. Mais aujourd'hui, comment comprenez-vous que dans ce débat aujourd'hui, que ceux qui sont côté du pouvoir reprochent à l'opposition, à la société civile, de demander au président Macky Sall de violer la Constitution, et ceux qui sont dans la société civile et l'opposition disent que non, la voix du peuple est supérieure à la parole donnée? Je crois que c'est un débat qui est compliqué et il est sans doute interminable et je crains malheureusement qu'on n'ait jamais une réponse claire sur l'interprétation strictement juridique qui devait être donnée à l'avis du Conseil constitutionnel, qui a pris une décision, mais en même temps, on peut considérer que le Conseil constitutionnel peut se prononcer sur un certain nombre de questions et là, il s'agit effectivement de décisions qui s'imposent à tous les acteurs, y compris au président de la République. Et dans ce cas, il me semble avoir tout de même un doute, puisque dans la Constitution, on voit bien qu'il y a la possibilité de demander un avis. Et là, ce n'est pas tout à fait clair d'un point de vue strictement juridique si cet avis s'impose nécessairement au président. Mais je crois qu'au-delà de cette question constitutionnelle, la vraie question, elle est politique. Il y a un engagement politique qui a été pris. Et il y a aussi un précédent au Sénégal qui n'est pas si lointain, les engagements du président Wade. Et c'est vrai qu'il y a un malaise, je pense, au niveau politique et au niveau des citoyens qui est lié à le sentiment d'avoir à nouveau un reniement sur une question importante, celle de la durée du mandat. Je pense qu'on peut estimer effectivement que le président Macky Sall aurait pu ne pas violer la Constitution, mais insister sur cet engagement politique et donner un signe fort qui, je pense, aurait été compris par les Sénégalais, même s'il allait à l'encontre d'un avis du Conseil constitutionnel. Je crois qu'il y avait sans doute un besoin de pédagogie et qu'avec une telle pédagogie, on aurait pu effectivement respecter cet engagement tout en respectant l'institution qu'est le Conseil constitutionnel. Oui, le fait aujourd'hui que certains disent c'est un avis, d'autres disent c'est une décision, est-ce que ça montre quelque part que nos constitutions ne sont pas écrites de façon très claire pour qu'il n'y ait pas d'interprétation? Je crois que c'est une excellente question. Moi, je pense de manière générale que les constitutions que nous avons, en particulier dans les pays francophones, et dont on connaît l'histoire et le modèle, ces constitutions ne sont pas très détaillées. Il y a beaucoup de domaines qui sont effectivement sujets à l'interprétation. Il y a également beaucoup de domaines qui sont réservés à la loi, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale peut décider de voter des lois, parfois des lois organiques, mais
tout ce qui n'est pas dans la Constitution est relativement facile à changer, à modifier. Tout ce qui est dans la Constitution est intangible, ou en tout cas est beaucoup plus difficile à modifier. Et je pense que, compte tenu des pratiques politiques qu'on observe dans nos pays, nous avons besoin de constitutions qui soient extrêmement détaillées, qui laissent très peu de marge à l'interprétation, et nous avons besoin aussi d'institutions garantes de la Constitution, qui soient réellement indépendantes, qui aient toutes les conditions, toutes les garanties d'indépendance, de manière à ce que leurs décisions puissent effectivement être crédibles et perçues comme crédibles. Oui, ces constitutions sont souvent écrites dans des langues étrangères ou dans un pays où vous avez pratiquement peut-être 80% de la population qui est analphabète, qui ne sait pas lire en français. Le fait que ces constitutions soient écrites dans ces langues étrangères, où les populations, le pays profond, comme on dit, n'a pas accès à cette constitution-là parce qu'ils ne la comprennent pas, et dans une langue qu'ils n'arrivent pas à maîtriser. Est-ce que ce n'est pas un problème dans nos pays? Oui, c'est un problème. Je pense qu'il y a différents problèmes. Il y a un problème effectivement d'accès aux textes constitutionnels de la part de populations qui sont majoritairement analphabètes en français, parce que c'est important de le préciser. Ils peuvent tout comprendre, mais c'est simplement il faut leur rendre accessible un certain nombre de textes dans des langues que les populations parlent. Je pense que c'est un problème. Mais je pense que dans beaucoup de pays, ce n'est pas très compliqué de traduire la Constitution dans les langues qui sont parlées. Au Sénégal, par exemple, en Wolof, je pense que ce n'est pas impossible de le faire. Mais je pense que le problème de la nature de nos constitutions, ce n'est pas simplement le fait qu'elles ne soient pas accessibles à toute la population, c'est à nouveau le fait qu'elles ne soient pas suffisamment précises sur un certain nombre de questions où on a besoin de lever autant que possible tout doute sur l'interprétation qui peut être donnée à cela. Et en particulier sur cette question, effectivement, d'un avis du Conseil constitutionnel, on voit le débat se prolonger et on voit des constitutionnalistes dont c'est la spécialité, avoir des avis différents. Moi, je ne suis pas constitutionnaliste, donc je ne vais pas trancher sur cette question-là, mais mon sentiment en tant que citoyen qui comprend le français, c'est qu'effectivement, en lisant la Constitution, on peut avoir une interprétation comme quoi, dans ce cas d'espèce, c'est un avis qui n'est pas nécessairement, qui ne s'impose pas nécessairement à celui qui a sollicité cet avis. Oui. Dans ces réformes qui sont proposées, il y a 15 points, 14 points essentiels, parmi lesquels il y a le droit à l'accès aux fonciers, droit à l'accès aux ressources naturelles. Est-ce que vous pensez que c'est un point important pour les populations? Parce qu'on a vu ce qui se passe souvent dans nos campagnes, au niveau des terres, où les populations ont du mal à avoir accès à la terre, au niveau des ressources minières, où les populations sont là, les sociétés viennent exploiter et elles n'ont pas accès à cela. Est-ce que ça peut davantage aider les populations à avoir de maîtrise sur les ressources? Oui, je l'espère. Je pense que ce sont des points qui sont effectivement importants. Cette proclamation de nouveaux droits pour les citoyens, mais également de nouveaux devoirs. Mais je pense que là encore, ce qui est important, ce n'est pas simplement d'avoir des droits qui sont constitutionnalisés, qui sont dans le préambule de la Constitution. Lorsqu'on regarde les préambules de nombreuses constitutions sur le continent, et nous l'avons fait d'ailleurs dans le cadre d'un débat sur les réformes institutionnelles à Ouati, on se rend compte que dans beaucoup de pays, on a tous les droits, on a des droits très très avancés qui sont inscrits dans le préambule de la Constitution. En Gambie, on a des droits très avancés qui sont inscrits dans le préambule de la Constitution. Dans la réalité, c'est un peu différent. Donc ce qui est important, c'est non seulement de mettre ces principes, par exemple l'accès à la terre, au foncier pour les populations et la manière dont on utilise les ressources naturelles, mais ce qui est encore plus important, c'est de prévoir les mécanismes qui permettent de rendre ces droits opérationnels, c'est-à-dire qui vont permettre aux populations, dans des contextes précis, de pouvoir saisir une juridiction pour dire, en vertu de la Constitution, nous nous opposons par exemple à un projet d'investissement qui nuit à notre contexte naturel, à nos ressources naturelles. Là, ça devient intéressant parce qu'on a non seulement des droits, mais on a les moyens de les faire respecter. Et je crois qu'effectivement, c'est une avancée d'avoir ces droits dans la Constitution, mais il faut s'assurer qu'effectivement, du point de vue de la justice, on puisse invoquer ces dispositions de la Constitution dans des cas précis où les droits des citoyens seraient violés en matière de foncier ou de ressources naturelles de manière générale. Là, ça devient intéressant et on a ça dans un certain nombre de pays. En Afrique du Sud, on a par exemple effectivement la possibilité pour les citoyens de saisir des juridictions dans des cas où on estime que les droits qui sont garantis dans la Constitution ne sont pas respectés. Mais justement, comment faut-il faire pour que les populations aient effectivement ces droits de façon prégnante, de façon concrète?
Je crois qu'il y a deux choses. La première, c'est s'assurer que lorsqu'on inscrit de nouveaux droits dans la Constitution, qu'on les proclame, qu'on prévoit déjà explicitement et qu'on l'écrive, que les populations peuvent se prévaloir de ces droits pour saisir des juridictions dans des cas précis. Ça, c'est la première chose. Donc, on revient à nouveau au caractère détaillé des constitutions. Le deuxième élément, c'est la justice. Je crois que s'il y a un domaine dans lequel nous avons des progrès énormes à faire dans les pays de la région, et là encore j'insisterai dans les pays francophones, c'est de donner une importance beaucoup plus grande à la justice dans toutes ses dimensions. C'est un pilier important de l'état de droit, c'est un pilier important de l'équilibre des pouvoirs. Et pour l'instant, on a encore une proclamation de l'indépendance de la justice, mais dans nos constitutions, je ne me limite pas du tout au cas du Sénégal, dans nos constitutions, on n'a pas les instruments, les mécanismes qu'il faut pour avoir une justice indépendante. Ce n'est pas simplement l'indépendance dans les textes, c'est aussi l'indépendance en termes de moyens. Si vous avez une justice qui n'a pas des moyens financiers d'opérer, en réalité, elle n'est pas indépendante puisqu'elle dépendra du pouvoir exécutif pour avoir les moyens d'opérer. Il suffit de bloquer ces moyens pour la rendre dépendante. Pourquoi justement dans les pays francophones, dans le pays anglophone, pardon, il est plus facile d'appliquer les droits inscrits dans la Constitution que dans les pays francophones? Je crois qu'il y a deux explications, mais les deux se rejoignent. C'est d'abord une question de culture et d'histoire politique, tout simplement. L'héritage des pays francophones sur le plan institutionnel, c'est le modèle effectivement français, qui est différent du modèle britannique. Au niveau du droit, ce n'est pas du tout la même conception du droit que les anglo-saxons ont par rapport aux francophones. Et dans les pays anglophones africains, ils ont hérité effectivement de cette importance que donnent les Anglais à l'institution judiciaire. Et même en termes de statut, dans les pays anglophones, tous les hommes de droit, on voit qu'ils sont très respectés. On respecte beaucoup les magistrats, on respecte beaucoup les procureurs, on respecte beaucoup les avocats, tous ceux qui sont liés au droit, parce qu'on considère qu'il s'agit là de fonctions très importantes dans la société et dans l'État. Et je pense que pour dépasser cela, on doit réellement, dans les pays francophones, maintenant, considérer qu'on fait face à des problèmes et on se pose la question, quel est le système institutionnel qui nous donne le plus de chances de pouvoir résoudre ces problèmes. Et pour ça, il faut pouvoir se libérer de toutes les contraintes que nous avons et également de tout ce que, en tant qu'intellectuel formé dans un certain nombre d'universités, il faut qu'on se libère de tout cela et qu'on se dise, on peut tout changer. Il nous faut être beaucoup plus innovants, il nous faut regarder les pratiques actuelles et nous dire, s'il faut changer, changeons et prenons la liberté même de revoir des fondamentaux qui ont été considérés jusque-là comme étant intouchables dans nos modèles institutionnels. Les réformes proposées, il y a aussi celles concernant les candidatures indépendantes, où aujourd'hui, avant, les candidats indépendants ne pouvaient pas aller à la députation, ne pouvaient pas se présenter pour les mairies. Est-ce qu'aujourd'hui, si cette loi passe, vous pensez que c'est une avancée pour les citoyens ordinaires qui peuvent administrer directement leur cité? Alors j'ai un avis mitigé sur cette question des candidatures indépendantes. Je pense que cela peut être considéré comme une avancée. Ce n'est pas en tout cas un élément de régression. Et d'ailleurs, de manière générale, je pense que tous les points qui sont proposés au référendum ne vont pas dans le sens d'une régression démocratique, ce qui pour moi est positif, dans un contexte où on a beaucoup de manipulations constitutionnelles qui vont dans le sens clairement d'une régression démocratique et d'une régression de l'état de droit. Au Sénégal, ce n'est pas le cas, il faut s'en réjouir. Mais je pense que il y a une vraie réflexion à mener dans nos pays sur les partis politiques et le rôle que les partis politiques doivent jouer en démocratie. Si nous restons collés à notre modèle actuel qui repose sur des élections et qui repose donc sur une démocratie qui est très dépendante normalement de l'activité des partis politiques, dans ce cas, on doit aller plutôt dans le sens d'un renforcement des partis politiques et d'une législation beaucoup plus poussée d'ailleurs, je dirais, qu'il faudrait le mettre dans la Constitution. Il faut des éléments beaucoup plus importants pour réguler l'activité politique et l'activité des partis politiques pour que les partis soient de véritables institutions.
Il y a énormément de travail à faire sur ce volet. Si on considère que c'est ça, effectivement, la voie que nous choisissons, dans ce cas, les candidatures indépendantes, ce n'est pas nécessairement la priorité, puisque les candidatures indépendantes peuvent au contraire alimenter l'éclatement du champ politique avec une politique qui se ferait davantage par des personnes que par des partis. Les partis sont des institutions privées, mais ce sont des institutions. Et je crois qu'il y a un besoin pour consolider les démocraties de la région d'avoir de véritables institutions, c'est-à-dire d'avoir de véritables partis politiques qui animent le débat politique. Mais pour ça, il faut également un certain nombre d'innovations institutionnelles. À votre avis, mieux vaut réguler les partis politiques en faire de vraies institutions où il y a une participation effective des militants dans les partis politiques avec les droits et tout ce qui va avec, que d'encourager davantage de candidats indépendants qui peuvent être source de problèmes. Oui, à nouveau, mon avis n'est pas tranché sur la question. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a deux directions. Et cela est valable au Sénégal comme c'est valable pour l'ensemble des pays de la région, en tout cas une bonne partie des pays de la région, parce que ma réflexion, elle est ouest-africaine, elle dépasse le cas du Sénégal. Et les problèmes que nous avons, les pratiques politiques, sont très proches. Les problèmes qu'on observe dans les pratiques politiques sont très proches d'un pays à l'autre. Pour moi, il y a deux directions aujourd'hui en termes de réforme institutionnelle. La première, c'est un peu de garder les fondamentaux que nous avons et d'essayer d'améliorer le système. Mais pour moi, il faut aller plus loin, par exemple, que les propositions actuelles au Sénégal. Si on veut améliorer le système, il faut aller plus loin dans la régulation des activités politiques. Je crois qu'il faut un vrai travail pour le financement des activités politiques, s'assurer de la transparence des sources de financement des partis et faire du financement des partis politiques, du financement public des partis politiques, un moyen d'influencer les comportements. Je crois qu'il y a des moyens de le faire, c'est-à-dire on va récompenser les partis politiques qui se comportent bien, par exemple avec une vraie représentativité nationale, par exemple avec de la démocratie interne dans les partis, et on va leur donner plus de ressources qu'à ceux qui se comportent mal. En fonction de ce qu'on veut obtenir comme résultat, on met en place un mécanisme d'incitation. C'est tout à fait possible. Je crois qu'on peut aller dans ces directions. Je crois qu'il y a le deuxième élément, toujours dans cette première direction, c'est d'influencer cette fois-ci ce que j'appellerais la demande, c'est-à-dire les citoyens. On ne peut pas construire une démocratie sans investir délibérément dans l'éducation des citoyens sur leurs textes, mais également sur leur droit à participer à la vie publique. Et je crois que là encore, il y a des exemples. Au Ghana, il y a une commission qui est exclusivement chargée de l'éducation à la citoyenneté. Je crois que ça, c'est une très bonne direction. Et je crois qu'il faut donner beaucoup de pouvoir à des institutions indépendantes de ce type-là, une qui serait en charge de la régulation des activités politiques et une qui serait en charge réellement de l'éducation citoyenne et qui promeuvent également le débat public participatif. Si on a de la participation, on n'a peut-être pas nécessairement besoin de candidatures indépendantes, on a besoin d'avoir une nouvelle manière de gouverner qui respecte la participation des citoyens, mais de manière permanente. Et la deuxième direction, par opposition à celle qui consisterait à améliorer le système existant, c'est de dire, n'hésitons pas à changer complètement de modèle. Et je crois qu'on ne doit pas se priver de cette réflexion. Lorsqu'on voit les défis auxquels nos pays sont confrontés, je pense que nous devons aujourd'hui voir qu'après 20 ans, 25 ans de démocratisation, peut-être davantage au Sénégal, on a des pratiques politiques qui ne permettent pas nécessairement d'avoir le meilleur en termes de défense de l'intérêt général. Et on peut regarder des modèles très différents. Je me suis amusé à regarder le modèle suisse, par exemple, qui est un pays riche. Mais lorsque vous regardez le modèle suisse, il y a une telle simplicité dans le comportement des acteurs politiques en Suisse, y compris le président d'ailleurs, que généralement les Suisses même n'ont pas nécessairement le nom en tête, parce qu'on a une présidence rotative. Donc on a des modèles qui peuvent être très différents de ceux que nous avons, qui vont à l'encontre de la personnalisation du pouvoir, qui donnent beaucoup plus de place à la recherche du consensus. On a des modèles également qui donnent peut-être moins de place aux élections. Moi, j'ai maintenant beaucoup de réserves, pas sur les élections de manière générale, mais sur le fait de faire des élections le pilier fondamental de nos démocraties. Je crois qu'il faut des élections, mais je crois qu'il faut également donner une importance égale au débat public sur les questions les plus importantes. Et ça, ce n'est pas simplement l'élection, ce n'est pas l'élection qui donne cela, c'est prévoir des institutions qui soient chargées d'animer ces débats publics et prévoir des institutions qui s'assurent de l'équilibre des pouvoirs. Dans la perspective ouest-africaine que nous parlons, aujourd'hui il y a des élections au Bénin. On a vu qu'au Bénin, il y a deux candidats qui sont sortis de l'eau, c'est un économiste et un autre homme d'affaires qui a beaucoup d'argent. Est-ce qu'on peut dire que l'argent joue un rôle aujourd'hui très fondamental dans les élections en Afrique ?
Oui, j'ai écrit un article juste avant le premier tour de l'élection au Bénin pour dire qu'il faut sortir du piège de la démocratie corrompue. Parce que j'estime effectivement que les pratiques politiques qu'on observe au Bénin, mais là encore dans beaucoup d'autres pays de la région, elles sont entachées de manière générale de corruption. Alors, je pense qu'il faut avoir une perception très large de ce qu'on entend par corruption. Il y a la corruption électorale à laquelle on pense lorsqu'on pense qu'en donnant de l'argent à des électeurs, ils vont voter pour le candidat qui a donné de l'argent. C'est une réalité dans nos pays. Mais je crois que les citoyens, et on l'a vu au Bénin, maintenant, il y a beaucoup qui disent on va prendre de l'argent de la part de plusieurs candidats, mais finalement, dans l'isoloir, nous faisons ce que nous voulons. Et je pense que beaucoup, effectivement, n'ont pas voté nécessairement pour le candidat qui a donné le plus d'argent. Mais par contre, l'argent joue aussi à travers les élites locales. C'est-à-dire que là, ce n'est pas de petites sommes, ce n'est pas des billets de 2000 francs qu'on donne, mais on donne beaucoup plus d'argent à des leaders d'opinion dans les communes, dans les villages, des leaders traditionnels, des leaders religieux, tous ceux qui peuvent avoir avec eux une base derrière pour suivre. Et là, on est aussi dans le cadre de la corruption et c'est très embêtant, c'est très gênant parce que là, on a effectivement une influence réellement sur le vote des électeurs au final parce qu'ils croient en un leader local qui, lui, a reçu des gratifications importantes de la part d'un candidat. Je crois que cela pollue la démocratie et l'esprit de la démocratie. Mais je crois qu'il y a un troisième niveau où l'argent joue, où il permet de faire campagne avec des moyens très importants qui ne sont pas contrôlés, qu'on n'a pas les moyens de contrôler, personne ne sait combien les candidats dépensent. Et je crois que lorsqu'on voit toutes les ressources financières et toute l'énergie qui est dépensée dans ces processus électoraux, je ne suis pas sûr que cela vaille le coup par rapport aux défis que nous avons dans nos pays. Mais oui, l'argent joue un rôle fondamental dans le jeu politique dans nos pays. Et là encore, je pense qu'il faut une réponse institutionnelle parce que si on ne corrige pas cela, les risques sont très nombreux, y compris le risque de pénétration de l'argent du crime organisé, par exemple, des trafics de drogue, etc., dans la politique. Et là, on ne pourra pas en sortir. Ouais. Au Niger, à côté, il y a aussi un autre phénomène assez inédit. Le deuxième à l'élection présidentielle est en prison. C'est Ama Amadou contre M. Issoufou. Il y a aussi que l'opposition nigérienne a décidé de boycotter le deuxième tour. Si, par extraordinaire, les électeurs nigérians choisissent celui qui est en prison, comment ça va se passer? C'est un peu de la politique fiction, on peut l'imaginer puisque c'est une élection, on peut imaginer effectivement que le candidat Mahamadou qui est en prison gagne cette élection. Pour l'instant, on a une suspension déjà de l'opposition du processus électoral, donc on n'est pas sûr qu'Mahamadou ira au bout et sera réellement présent au second tour. Mais on a une situation totalement inédite, je pense au Niger, en Afrique et peut-être même dans le monde, d'avoir un candidat qualifié pour le second tour qui est en prison pour une question de droit commun. Difficile de dire ce qui se passerait dans ce cas, à mon avis, qui n'est pas le plus probable d'une victoire de Amadou au second tour. Mais ce sera difficile d'imaginer effectivement que quelqu'un qui est issu d'un vote populaire soit en prison. À ce moment-là, la question sera de savoir est-ce que le vote populaire qui traduit le choix d'une population, est-ce qu'il est plus important que la question de justice? Je crois qu'on peut imaginer un certain nombre de solutions dans cette situation. On peut imaginer qu'il y a une suspension du processus judiciaire, de la procédure judiciaire, mais que ça ne veut pas dire nécessairement que le candidat qui serait devenu président qui serait absous définitivement. On peut imaginer des solutions si ce cas se présentait, mais je pense qu'il y a peu de chances que ce cas se présente parce que le président sortant a quand même eu 48% des voix au premier tour et je crois qu'il y a de bonnes chances qu'il gagne au second tour. Mais quelles seraient les conséquences aujourd'hui de cette élection si l'opposition persiste dans son boycott du deuxième tour, qu'elle n'y passait pas? Je pense que cela entacherait la réélection éventuelle du président Issoufou et je crois que dans beaucoup de cas, l'objectif de l'opposition dans des situations comme celle-là est effectivement de tout faire pour que même si le président sortant gagne,
qu'il gagne, mais dans un contexte de contestation où il y a des doutes sur la crédibilité du processus électoral. Et donc, je pense qu'il considérerait comme une victoire le fait qu'on ait peut-être une réélection du président Issoufou, mais qui ait ce sentiment, par exemple, qu'il n'a pas eu en face de lui un vrai candidat au second tour et que tout a été fait pour que le candidat qui le menacerait reste en prison. Je crois que l'objectif de l'opposition, c'est probablement cela, c'est d'affaiblir la légitimité électorale du président Issoufou. Mais je crois que le cas du Niger, à nouveau, me ramène à la question essentielle des modèles politiques que nous avons et de la place prépondérante que les processus électoraux ont pris dans nos pays, dans un pays comme le Niger, où on a des défis sécuritaires immenses, on a le Nigeria avec Boko Haram sur le flanc sud, on a au nord la menace venant du Mali et de la Libye, de l'ensemble du Sahel, on a une situation alimentaire qui est toujours fragile dans ce pays, on a une croissance démographique qui est extrêmement forte et qui va poser des défis immenses à venir. Je crois que dans ce contexte-là, il faut qu'on ait un système politique qui permet d'avoir du consensus sur les questions les plus importantes et qu'on ne perde pas autant d'énergie, autant de ressources, autant de temps à nous consacrer à des processus électoraux qui parfois finissent en queue de poisson. L'impression qu'on a dans nos pays, c'est que souvent on met en avant le processus électoral, mais on oublie l'essentiel, les populations pour lesquelles on veut faire le bonheur. Oui, c'est ça, on oublie l'essentiel, mais il n'y a pas de fatalité à cela. Je crois qu'on ne peut pas se contenter chaque fois de critiquer le fonctionnement de nos systèmes et de tout mettre aussi sur le président ou sur les plus hauts responsables politiques. Je crois qu'il y a maintenant dans tous les pays de la région une classe moyenne qui se développe, des classes supérieures également, des personnes qui ont les conditions matérielles mais aussi les conditions de formation qui leur permettent de jouer un rôle plus important dans la société, dans l'éveil de la société. Je crois qu'il faut qu'on ait conscience que pour affronter les défis qui se posent aux pays africains de manière générale, on aura besoin d'un sens élevé de l'intérêt général. On a besoin de construire des États beaucoup plus forts. Et pour ça, on a besoin de ressources humaines et on a besoin d'engagement citoyen. On a besoin également d'investir dans la connaissance. Sur la question des réformes politiques, par exemple, on peut avoir des avis, mais lorsqu'il s'agira de proposer réellement un changement, il faut aussi de la connaissance. Il faut aussi qu'on aille voir les modèles qui existent ailleurs. Il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on prenne le temps de cette réflexion-là. Or, malheureusement aussi, on néglige beaucoup aujourd'hui la connaissance et le message qu'on adresse aux jeunes dans nos pays n'est pas un message qui les incite à investir dans la connaissance. Aujourd'hui, il y a Internet qui offre des possibilités infinies d'apprentissage dans plein de domaines, mais cet outil n'est pas suffisamment élevé. Il n'y a pas nécessairement un message fort de la part des acteurs politiques et des acteurs citoyens, de manière générale, des leaders d'opinion qui encouragent la jeunesse à investir dans la connaissance et qui également donnent l'exemple au quotidien. Julie Abi, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM à Question Directe. Vous êtes président du comité exécutif de Wati. Wati, c'est un think tank, c'est-à-dire un groupe de réflexion qui produit des idées pour l'Afrique de l'Ouest. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM. Merci à tous ceux qui ont suivi cette émission avec nous. Merci. Au revoir. Merci. Merci.